Elle rêvait de liberté absolue, de nuits sans compte à rendre, d'amour sans règles. Elle a fui ses parents, bloqué sa famille, choisi les hommes mariés qui offraient tout sans rien demander. Jusqu'à ce Noël où la liberté l'a enterrée vivante. Imaginez, une jeune femme belle, confiante, qui pense avoir enfin trouvé la vraie vie. Auprès d'un couple qui l'accueille comme une fille, la couvre de cadeaux, lui promet même un mariage discret. Mais le 30 décembre, dans une maison silencieuse, un cercueil attend patiemment sur le sol. Et elle comprend trop tard que ceux qui n'ont plus personne pour les chercher, disparaissent sans bruit. C'est l'histoire vraie et terrifiante d'Adana. Une leçon glaciale qui vous hantera longtemps. Parfois, les règles qu'on déteste sont les seules chaînes qui nous protègent des vrais monstres. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Avant de continuer, cette histoire n'est pas seulement à écouter. Elle est à lire, à partager et à discuter en famille. Récits africains est un livre digital. Accessible directement sur votre téléphone. À tout moment, partout. Le lien pour acheter le livre est dans la description. Un clic suffit pour l'avoir sur votre téléphone. Et commencez la lecture dès aujourd'hui. Merci de soutenir la chaîne. Adana n'était pas née rebelle. Elle avait grandi dans une maison où la structure coexistait avec la chaleur. Ses parents croyaient en la guidance, en des couvre-feux raisonnables, en des questions posées par souci, en des rappels ancrés dans l'amour. Ils n'étaient ni durs ni distants. Ils étaient intentionnels. Ils voulaient savoir où elle était, avec qui elle passait son temps et si elle était en sécurité. Pour eux, c'était de l'attention. Pour Adana, cela ressemblait à une hésitation face à la liberté. Ils ne l'enfermaient pas, ne lui refusaient pas la joie. Ils croyaient simplement que certaines libertés avaient besoin de temps. Mais à mesure qu'Adana grandissait, la patience devenait frustrante. Elle voyait d'autres filles s'habiller librement, aller à des fêtes sans explication, parler ouvertement de leurs relations. Adana, elle, devait toujours demander, toujours expliquer, toujours rentrer tôt. L'amour dans sa maison venait avec des règles, et les règles commencèrent peu à peu à ressembler à des chaînes. Quand elle fut admise à l'université, quelque chose en elle s'était durci. La distance lui donna du courage. Au début, elle appelait encore chez elle. Puis les appels se firent plus rares. Puis ils cessèrent. Ce n'était pas une rébellion ouverte, juste un retrait silencieux. Elle arrêta de répondre aux appels de ses parents et de ses frères et sœurs. À la place, elle envoyait de courts messages disant qu'elle allait bien, et finit par bloquer sa famille sur les réseaux sociaux. Adana se disait qu'elle avait besoin d'espace pour se trouver. En vérité, elle voulait une vie sans correction. La liberté avait un goût sucré. Personne ne questionnait ses déplacements. Personne ne commentait ses vêtements. Personne ne demandait d'où venait l'argent. L'attention venait facilement, surtout quand elle était belle et parlait avec assurance. Les garçons célibataires l'ennuyaient. Ils se plaignaient d'argent, parlaient sans fin de construire un avenir et attendaient une patience qu'elle n'avait plus. Les hommes mariés étaient différents. Ils étaient installés, confiants, généreux. Ils ne posaient pas de questions. Ils donnaient en silence et attendaient le silence en retour. Adana aimait cette facilité. Pour elle, cela ressemblait à du contrôle sans restriction. Elle croyait avoir échappé à une cage, sans savoir que la discipline avait été la barrière qui tenait les pires choses à distance, et elle ne comprenait pas encore que fuir la protection rend souvent visible aux prédateurs. Puis Adana rencontra Chukwudi en octobre, lors d'une soirée où la solitude portait le masque de l'assurance. Elle venait de rentrer d'une petite sortie, avait enlevé ses talons, son maquillage était encore intact, et elle scrollait sur Facebook comme elle le faisait toujours, à moitié ennuyée, à moitié pleine d'espoir. Elle posta une photo sans trop y réfléchir. Rien de tapageur, juste Adana, détendue, à l'aise dans sa peau. Le message arriva moins de 10 minutes plus tard. Pas de « salut », pas de « hey beauté ». Tu ressembles à quelqu'un qui comprend le plaisir de vivre. Adana s'arrêta. Cette phrase resta en elle. Leur conversation ne se précipita nulle part. Chukwudi ne flirtait pas à tort et à travers, ne posait pas de questions inappropriées. Il parlait doucement, demandait comment s'était passée sa journée, riait au bon moment. Il n'essayait pas de l'impressionner. Il était simplement stable. Au 3e jour, il lui envoya de l'argent. Sans annonce, sans explication,
juste un virement et un court message. Ne te stresse pas. Adana sentit quelque chose se ramollir en elle. À partir de là, tout coula naturellement. Il paya ses coiffures, envoya de l'argent quand elle se plaignait nonchalamment d'être fatiguée, commanda à manger quand elle plaisantait sur la faim. Avec Chukwudi, le confort arrivait en silence, comme s'il avait toujours été destiné à être là. Quand ils se rencontrèrent enfin, il ressemblait exactement à ce qu'il dégageait au téléphone, calme, mature, serein. Au dîner, il lui dit qu'il était marié sans baisser la voix ni s'excuser. « Je crois en l'honnêteté, dit-il. » Adana ne réagit pas comme il s'y attendait. Les hommes mariés ne l'intimidaient pas. Il lui semblait installé, sûr. Il savait donner sans faire de bruit. « Si tu sais respecter, je sais aussi, répondit-elle. Chukwudi sourit alors, pas largement, pas excité, juste satisfait. Ce qui surprit le plus Adana ne fut pas la constance de Chukwudi dans son amour et ses attentions. Ce fut sa femme. Quand Chukwudi mentionna pour la première fois qu'elle voulait la rencontrer, Adana rit, pensant que c'était une blague. Les femmes mariées, dans son expérience, étaient soit invisibles, soit hostiles. Elle s'attendait à des regards froids, des sourires forcés, peut-être une rancune tranquille habillée de bonne manière. Au lieu de cela, elle fut accueillie. Ngozi la reçut comme une vieille amie. Pas de tension, pas d'agressivité, juste une chaleur presque désarmante. Elle serra Adana dans ses bras dès leur rencontre, admira sa robe, complimenta sa peau, plaisanta même sur le fait que Chukwudi avait clairement un type. « Tu le rends heureux, » dit Ngozi simplement. « C'est tout ce qui compte. » Adana ne savait pas quoi faire de cette acceptation. Cela la ramollit. Elle commença à se détendre. Bientôt, tous les trois passaient du temps ensemble. Des dîners qui semblaient étrangement normaux, des rires partagés, de longues conversations sur la vie et les bénédictions. Ngozi incluait Adana dans les prières, l'appelait « notre fille » et parlait souvent d'abondance, de renouveau et de faveur. Adana se sentait choisie d'une nouvelle manière. Elle n'était plus seulement un secret. Elle était reconnue, protégée, aimée. Chukwudi devint plus généreux. Ngozi plus attentive. La vie d'Adana s'élargit, de meilleurs vêtements, de meilleurs endroits, une meilleure confiance. Pour la première fois, elle avait l'impression d'appartenir à quelque chose de solide. Quand Ngozi lui prit les mains et dit « Tu fais partie de cette famille maintenant », les yeux d'Adana brûlèrent de larmes inattendues. Elle ne remarqua pas à quel point le mot « saison » revenait souvent, ni comment Noël était mentionné comme une échéance, ni comment l'amour dans cette maison venait toujours avec une préparation. Tout ce que Adana ressentait, c'était la sécurité. Dès que décembre arriva, ils commencèrent à parler de mariage. Et quand la conversation sur le mariage se concrétisa enfin, ce fut Adana qui simplifia tout. « Je n'ai pas de famille, » dit-elle un soir, comme si c'était une vieille nouvelle. « J'ai grandi seule. Pas de parents, pas de proches. » Elle avait appris à le dire sans broncher. Chukwudi hocha la tête avec compassion. Ngozi tendit la main par-dessus la table et serra doucement la sienne. « Alors cette maison est ta famille maintenant, » dit Ngozi. « Tu n'as pas besoin de bruit. Tu n'as pas besoin d'approbation. » C'est ainsi que le mariage devint discret, sans discussion. Il n'y avait pas d'anciens à consulter, pas de tantes exigeant des listes, pas d'oncles posant des questions. Adana n'avait personne pour insister sur la tradition ou les témoins. Tout pouvait se faire en silence, proprement, respectueusement, du moins en apparence. Les plans restaient dans la maison. Les tissus furent choisis en privé. Les dates fixées sans annonce. Ngozi s'occupa de la plupart des choses, toujours calme, toujours rassurante. Le mariage n'a pas besoin de foule, disait-elle. Il a besoin d'alignement. Adana aimait ce mot. La date fut fixée au 30 décembre, juste avant que l'année ne tourne. Ngozi dit que c'était symbolique, clore un chapitre, en ouvrir un autre avec les bénédictions intactes. Adana accepta facilement. Elle se sentait reconnaissante, protégée, adoptée. Elle ne vit pas que l'absence de personne pour poser des questions rendait tout plus facile. Elle ne vit pas que le silence n'était pas la paix. C'était la commodité. Pour Adana, elle était enfin choisie. Pour eux, elle était simplement disponible. Le 30 décembre arriva en silence. Pas de célébration, pas d'excitation, juste une étrange immobilité qui pesait sur la maison.
Adana le remarqua dès son réveil. L'air était épais, comme si les murs retenaient leur souffle. Même Ngozi, d'habitude chaleureuse et bavarde, se déplaçait avec un calme délibéré. « Tu vas te reposer aujourd'hui, » dit Ngozi doucement. « Vide ton esprit. » Ses téléphones furent récupérés tôt. Adana ne protesta pas. Elle avait appris à ne pas le faire. Elle se dit que c'était normal. Une préparation spirituelle, rien de plus. Après tout, elle allait se marier. C'était l'âge adulte. C'était le sérieux. On l'habilla simplement. Pas de maquillage, pas de bijoux, juste un tissu propre et des instructions calmes. Ngozi continuait à sourire, mais ses yeux étaient distants maintenant, fixés sur quelque chose qu'Adana ne pouvait voir. Puis les prières commencèrent alors que le soleil baissait. Pas des prières bruyantes, pas émouvantes, juste des mots prononcés avec soin, répétés, sur le renouveau, la faveur, la continuité, entrer dans la nouvelle année correctement. Adana s'agenouilla quand on le lui dit, se leva quand on le lui demanda. Son cœur battait plus vite, mais elle mit cela sur le compte des nerfs. À un moment, elle réalisa qu'on ne lui parlait plus. On parlait au-dessus d'elle. Chukwudi évitait son regard. La voix de Ngozi devint plus ferme, plus contrôlée. Des noms furent prononcés, pas le sien. Des mots sur les saisons, les remplacements, l'équilibre. Adana essaya d'en rire, mais le son ne sortit pas correctement. C'est là que la peur trouva enfin son chemin. Une compréhension froide et tranchante s'installa dans sa poitrine. Ce n'était pas une préparation au mariage. C'était une préparation à autre chose. Et pour la première fois depuis sa rencontre avec Chukwudi, Adana souhaita désespérément que quelqu'un, n'importe qui, l'attende quelque part. Ils ne se précipitèrent pas. C'est ce qui la terrifia le plus. Puis Chukwudi et Ngozi entrèrent dans une petite pièce intérieure et revinrent en portant quelque chose de long et étroit, recouvert d'un tissu blanc. Ils le posèrent doucement sur le sol, comme s'il méritait du respect. Quand Ngozi retira le tissu, Adana retint son souffle, un cercueil, simple, poli, attendant. Pendant un instant, Adana pensa que c'était un test, un symbolisme spirituel étrange qu'elle ne comprenait pas encore. Elle rit nerveusement une fois, attendant que quelqu'un rie avec elle. Personne ne le fit. C'est une partie du processus, dit Ngozi calmement, comme si elle expliquait une posture de prière. Tu ne seras pas blessé. Tu dois juste t'allonger. Les jambes d'Adana flageolèrent. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Elle regarda Chukwudi, cherchant sur son visage du réconfort, de l'amour, la douceur qu'elle avait connue. Il détourna les yeux. C'est ainsi que nous clôturons l'année, continua Ngozi. Les anciens réceptacles font place aux nouvelles bénédictions. C'est là que la panique brisa enfin le déni. Je pensais que c'était un mariage, murmura Adana. Ngozi hocha la tête. Ça l'est, juste pas celui que tu imaginais. Ils reculèrent, lui laissant de l'espace. Trop d'espace. La pièce devint soudain immense, le silence pesait contre ses oreilles. Adana réalisa alors à quel point tout avait été soigneusement arrangé. Pas de famille, pas d'amis, pas de témoins, personne qui poserait des questions si elle disparaissait. Elle recula lentement. « Je ne peux pas, » dit-elle en secouant la tête. « Je ne peux pas faire ça. » Pour la première fois, la voix de Ngozi se durcit. « Tu as déjà accepté quand tu as tout pris. » Soudain, le corps d'Adana choisit la survie avant l'orgueil, la peur avant l'obéissance. Elle se tourna et courut vers la porte par laquelle elle était entrée, ses pieds nus glissant légèrement sur le carrelage. Elle n'alla pas loin avant que Chukwudi ne se place sur son chemin, comme s'il y avait toujours été. Une autre porte claqua derrière elle. La pièce rétrécit. L'air s'épaissit. La panique explosa dans sa poitrine. « Adana, arrête !» dit-il, mais il n'y avait plus de chaleur dans sa voix. Elle cria son nom et tenta de le pousser. C'est là que la première gifle atterrit. Elle ne fut pas bruyante. Elle ne fut pas théâtrale. Elle fut sale, négligente, du genre qui brûle plus dans le cœur que sur la peau. Adana ne tomba pas. Elle chancela, pas seulement sous le coup, mais sous la trahison. Sa main se porta lentement à sa joue, mais son esprit n'avait pas encore suivi. Son corps se figea à mi-chemin entre l'incrédulité et la défense. Elle leva les yeux vers Chukwudi,
l'homme en qui elle avait eu confiance, celui qui lui avait fait livrer à manger parce qu'elle avait plaisanté sur la faim, celui qui avait dit qu'elle faisait partie de la famille maintenant. Son visage était illisible, ni en colère, ni désolé, juste indifférent, et cela faisait encore plus mal. Ngozi changea instantanément. La femme douce qui l'avait enlacée, avait prié avec elle, l'avait appelée « notre fille », disparut comme si elle n'avait jamais existé. Le visage de Ngozi se tordit d'une rage qui semblait longtemps contenue, bien nourrie, et avant qu'Adana ne puisse relever la tête, une autre gifle tonitruante atterrit sur son visage. « Tu pensais vraiment être spécial », lança Ngozi. « Vous ne réfléchissez jamais, vous autres. Vous voyez des hommes mariés et de l'argent et vous pensez que la vie est une promotion. » Elle la regarda droit dans les yeux et continua, en pointant un doigt accusateur. « Tu aimes les maris des autres parce que tu trouves les célibataires radins. Tu aimes les raccourcis. Tu aimes le confort sans conscience. » Chaque mot frappait plus fort qu'une gifle. « Tu n'as jamais été aimé ici, » poursuivit Ngozi froidement. « Tu étais pratique. Les filles imprudentes comme toi sont toujours disponibles. Pas de parents, pas de proches, pas de racines. » Les oreilles d'Adana bourdonnaient. Les larmes brouillaient sa vision. « Tu te crois intelligente parce que tu profites des maris des autres. » Ngozi rit amèrement. « Les filles comme toi sont les plus faciles à utiliser. » La pièce retomba dans le silence. Puis, après ce qui sembla une éternité, la voix d'Adana brisa le calme, d'abord faible, puis désespérée. « J'ai une famille, » dit-elle en secouant la tête frénétiquement. « J'en ai une. J'ai juste arrêté de leur parler. » Ils s'arrêtèrent. Ces mots jaillirent comme s'ils attendaient depuis des années la permission. « Mes parents étaient trop stricts, » pleura-t-elle. « Trop disciplinés. Tout était règle, règle, règle. Ne porte pas ça. Ne va pas là. Ne parle pas aux garçons. Ne respire pas trop fort. Je me sentais en prison. » Sa poitrine se soulevait et retombait tandis qu'elle parlait. « Quand je suis entrée à l'université, je voulais vivre. Juste vivre. Je voulais porter ce que je voulais, aller où je voulais, aimer comme je voulais. Ils ne me comprenaient pas. Ils étaient surprotecteurs, étouffants, du moins je le pensais. » Elle rit amèrement à travers ses larmes. « Alors j'ai arrêté d'appeler et je les ai bloqués de ma vie. J'ai arrêté de rentrer à la maison. Je me suis dit que la liberté signifiait les couper. » Elle regarda Ngozi, les yeux grands ouverts, suppliante. « Je ne suis pas orpheline. J'ai juste fui la discipline parce qu'elle ressemblait à une punition. » Sa voix tomba à un murmure. Je ne savais pas que le monde dehors était pire. L'expression de Ngozi changea, non pas en colère, mais en quelque chose de plus ferme. De résolu. « Donc tu as fui l'amour, » dit-elle lentement. « Intéressant. » Elle pencha la tête, étudiant Adana comme quelqu'un qui assemble les dernières pièces d'un puzzle. « Tu vois pourquoi tout a si bien fonctionné, » continua Ngozi. « Tu t'es déjà entraîné à disparaître. Tu t'es toi-même retiré de la vie de tes parents avant que quiconque n'ait à le faire. » Adana secoua violemment la tête. « Non, je peux encore revenir. Je peux les appeler. Je peux. » Ngozi la coupa. « Appeler qui ?» demanda-t-elle. « Les gens que tu as bloqués. Les gens à qui tu as appris à ne pas te chercher. » Sa voix était calme maintenant. Trop calme. « Tu n'as pas seulement rejeté la discipline, » dit Ngozi. « Tu as rejeté les témoins. Tu as rejeté la responsabilité. Tu as rejeté quiconque poserait des questions si tu ne rentrais pas. » Elle fit un geste autour de la pièce. « C'est pour ça que tu es ici. » La respiration d'Adana devint irrégulière. « Les filles vraiment aimées sont dangereuses, » continua Ngozi. « On les regrette. On les recherche. Leur absence fait du bruit. » Elle marqua une pause, laissant les mots s'installer. « Mais les filles qui appellent l'amour une punition, » dit Ngozi doucement, « elles disparaissent facilement. » Chukwudi parla enfin, d'une voix basse. « Elle correspond à la saison. » Ngozi hocha la tête. « Tu vois, » dit-elle à Adana presque tendrement. « Ce n'est pas de la cruauté. C'est l'équilibre. Tu as pris la liberté sans responsabilité. Maintenant, la liberté doit rendre quelque chose. » Les genoux d'Adana fléchirent. Ngozi ne cria plus. Elle se tut.
Ce silence était pire que les cris. Elle marcha vers le coin de la pièce et ramassa lentement une longue canne, délibérément, comme si le temps lui-même avait accepté. C'est le moment où les paroles s'arrêtent, dit Ngozi calmement. En s'approchant d'Adana, celle-ci recula, les jambes tremblantes. Puis Ngozi trempa la canne dans un bol contenant des herbes mélangées et la frappa sur les jambes d'Adana. Immédiatement, sa respiration devint courte, irrégulière. La peur la vidait plus vite que la canne ne pouvait le faire. Elle essaya de parler encore, mais sa voix sortit faible, presque étrangère. « Tu as utilisé la liberté sans soin, » continua Ngozi. « Maintenant, elle sera utilisée avec soin. » Ses genoux cédèrent, son corps se replia sur lui-même, submergé par la terreur, l'épuisement et le poids de la finalité qui pesait sur sa poitrine. Elle s'effondra. La pièce ne se précipita pas pour la sauver. Ce fut le signal. Ngozi se redressa, composée, comme si l'ordre avait été restauré. Puis elle sortit un petit couteau du même endroit d'où venait la canne, et ce qui suivit fut fait sans bruit, sans drame, sans témoin. La maison l'absorba comme elle avait absorbé tant de choses auparavant. Quand ce fut fini, l'air sembla plus léger. La pièce retrouva son calme, et Adana, qui avait autrefois cru que fuir la discipline était la liberté, ne se releva jamais. Le 31 décembre arriva avant l'aube. La ville dormait encore, suspendue entre fin et commencement. Pendant que les gens se préparaient aux prières de passage à la nouvelle année et aux feux d'artifice, un homme seul se tenait calmement au bord de la rivière. Il était venu seul, non comme un responsable, non comme un officier, mais comme un père dont le monde s'était déjà effondré des mois plus tôt. Il avait besoin de silence plus que de grade. Ses agents de sécurité restaient loin derrière, garés à des kilomètres, lui offrant l'intimité qu'il avait demandée. La rivière coulait lentement, sans fin. Puis un bruit brisa le calme. Une voiture ralentit près de la berge. Chukwudi sortit le premier, balayant brièvement les environs du regard. Ngozi suivit, ses mouvements calmes, presque routiniers. Entre eux, un sac assez lourd pour traîner. Ils ne parlèrent pas. Ils n'hésitèrent pas. Ils le jetèrent près de l'eau et se retournèrent vers la voiture. L'homme au bord de la rivière se redressa. Le chagrin s'aiguisa en instinct. Il passa un appel. En quelques instants, ces hommes intervinrent en silence, bloquant la route devant. Chukwudi et Ngozi ne s'échappèrent pas. Ils ne résistèrent pas. Ils furent arrêtés rapidement, une confusion traversant leur visage pour la première fois ce matin-là. L'officier s'approcha du sac lentement, le cœur battant. Il avait vu des scènes de crime, des accidents, des corps, mais le chagrin change ce que les yeux peuvent supporter. De main tremblante, il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une jeune femme. Même sans connaître son nom, la vérité était évidente. Ce qui lui avait été fait était délibéré, rituel, calculé. Sa langue, ses deux seins et ses yeux manquaient. C'étaient des signes qu'aucune explication ne pouvait adoucir, aucune excuse effacer. L'homme tomba à genoux. Les larmes coulèrent librement. C'était l'enfant de quelqu'un. Quand le soleil se leva, la vérité commença à émerger. Sous interrogatoire, Chukwudi et Ngozi cédèrent, non de façon dramatique, mais simplement. Ils avouèrent un schéma, chaque année, chaque décembre. De jeunes femmes qui s'étaient coupées de leur foyer. Des filles qui croyaient que la liberté signifiait n'avoir de compte à rendre à personne. Des filles que personne ne rechercherait immédiatement. Le nom d'Adana finit par apparaître. Ses parents arrivèrent plus tard dans la journée. Ils restèrent silencieux, fixant ce qui restait de la fille qu'ils avaient essayé de protéger avec des règles et de l'amour. Il n'y eut ni cri, ni accusation, juste un chagrin trop profond pour le bruit. L'affaire se répandit rapidement, et l'histoire s'installa dans la ville comme un avertissement. Adana n'avait pas disparu par accident. Elle avait disparu parce que les prédateurs savent trouver ceux qui croient être seuls. Et parfois, la rivière est le premier endroit où la vérité décide de parler. Leçon morale. La vie d'Adana enseigne une vérité douloureuse aux jeunes femmes, surtout en cette période de Noël. Le plaisir sans responsabilité n'est pas la liberté. Quand vous coupez les ponts avec vos parents, ignorez la correction et choisissez le secret plutôt que la sécurité, vous retirez lentement les personnes qui se battraient pour vous quand le danger apparaît. Beaucoup de filles confondent l'argent avec l'amour et le silence avec la paix,
oubliant que les prédateurs préfèrent celles qui n'ont pas de lien solide. La liberté n'est pas couper ses parents. La discipline n'est pas de la haine. Beaucoup fuient les règles sans savoir que ces règles sont la preuve, même que quelqu'un les chercherait si elles disparaissaient. Le monde n'est pas tendre avec les filles qui croient que l'argent est amour et le secret sécurité. Tous les hommes qui dépensent pour vous ne vous aiment pas. Tous les accueils chaleureux ne sont pas sincères et toutes les vies douces ne sont pas inoffensives. Avant de suivre quelqu'un pour le plaisir, demandez-vous, qui me cherchera si quelque chose tourne mal? Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Leçon morale et la vie d'Adana nous enseigne une vérité douloureuse, surtout en cette période de Noël, à l'attention des jeunes femmes. Le plaisir sans responsabilité n'est pas la liberté. Quand vous coupez les ponts avec vos parents, ignorez leurs conseils et préférez le secret à la sécurité. Vous retirez peu à peu les personnes qui se battraient pour vous au moment où le danger surgit. Beaucoup de jeunes filles confondent l'argent avec l'amour et le silence avec la paix, oubliant que les prédateurs ciblent précisément celles qui n'ont plus de lien solide. Et la vraie liberté ne consiste pas à rompre avec sa famille. La discipline n'est pas de la haine. Beaucoup fuient les règles sans comprendre que ces règles sont la preuve la plus tangible qu'il y a des gens qui vous chercheraient désespérément si vous veniez à disparaître. Le monde n'est pas tendre envers les jeunes filles qui croient que l'argent équivaut à l'amour et que le secret garantit la sécurité. Tous les hommes qui dépensent beaucoup pour vous ne vous aiment pas forcément. Tous les accueils chaleureux ne sont pas sincères, et toutes les vies faciles ne sont pas sans danger. Avant de suivre quelqu'un pour le plaisir ou le confort, posez-vous toujours cette question essentielle. Qui me cherchera si quelque chose tourne mal? Restez connecté à ceux qui vous aiment vraiment. La discipline parentale, même si elle semble étouffante, est souvent le bouclier le plus solide contre les pires dangers du monde.